Nous sommes le lundi 20 novembre 1944. Il est 7 heures du matin. De longues files se forment devant les magasins d'alimentation, chacun voulant faire le maximum de provisions pour les jours incertains à venir. Une commerçante de Saint-Louis reçoit un appel téléphonique de son employé qui habite Bartenheim. Madame, aujourd'hui je ne viens pas travailler. On a été libérés hier. Vive la France! 11h30, un peloton du 1er régiment de spahis algériens de reconnaissance arrive à la hauteur de Saint-Louis. 12h30, on entend à Burgfelden des grands bruits de moteurs. Ce sont des chars qui passent et roulent vers Saint-Louis. Un seul cri s'élève dans les rues. Les Français sont là! Les Français sont là! Les Français sont là! Les Français sont là! Ils sont arrivés, les Français sont là! 12h40. Arrivée d'un escadron motorisé de reconnaissance de la première armée française. Ce peloton, commandé par le lieutenant Durand, parti de Ferrette, arrive à Burgfelden. Ses premiers tanks légers s'arrêtent devant l'hôtel à la ville de Paris, dans la rue de Belfort. 13h. Le colonel Bonvalot, qui commande tout le 1er régiment de spahis algériens de reconnaissance, arrive au carrefour central. Il est accompagné de la section Observation-Reconnaissance de la brigade du Languedoc. Cette section est commandée par le lieutenant André Souiris Roland et sert d'infanterie de soutien. Monsieur Huberschlag, directeur de l'usine Vicher, accompagne les soldats pour leur montrer le chemin. Arrestation par les spahis de 2 gardes frontières allemands voulant fuir par l'avenue de la Marne. Ils se retrouvent nez à nez face à un char braquant son canon sur eux. Les libérateurs sont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme par la population. La foule en liesse les entoure, mais les soldats n'ont pas le temps pour de grandes cérémonies de bienvenue. Ils doivent nettoyer la ville. Les chars roulent vers le carrefour principal. Ceux qui vont vers la poste essuient des tirs venant des bâtiments des PTT et du restaurant Hennig où quelques Allemands se défendent à coups de fusil. Ces bâtiments sont investis par des spahis qui en ressortent avec des prisonniers. Ces derniers sont rassemblés sur la place du marché. Après la fusillade de la poste, 2 chars se dirigent vers Huningue. Le premier réussit à passer le pont du canal. Mais le second est immobilisé par un tir de lance-roquettes. 2 hommes de l'équipage sont pris et immédiatement fusillés. D'autres chars roulent vers la frontière suisse et y rencontrent des colonnes de soldats et de civils allemands s'activant à couper les barbelés pour fuir en Suisse, alors que d'autres soldats tirent sur ces chars. Suite de cette escarmouche à la frontière, des tireurs allemands font feu sur les soldats allemands qui veulent fuir en Suisse. Un char français envoie une rafale de mitrailleuses en direction d'un de ces groupes de tireurs, provoquant 6 tués. Un profond silence règne dans la rue. Les chars descendant la rue de Mulhouse prennent le poste de police aux Allemands. Tous les policiers allemands qui s'y trouvent sont rangés en ordre militaire devant le poste de garde avec leur chef, le Wachtmeister Wegmann, qui a choisi la reddition. Ils sont faits prisonniers. Les chars prennent ensuite position près de la brasserie. Au passage des chars dans la rue de Mulhouse, le Stadtkommissar Schellenberg est encore assis dans son bureau à la mairie. Il a le temps de sauter sur un vélo et de fuir vers Huningue par la rue des Acacias. Tout de suite après la fuite de Schellenberg, les bustes et portraits du Führer sont jetés par les fenêtres de la mairie, sous les applaudissements et les cris de joie de la population, et le drapeau tricolore est hissé. « 13h. Des chars passent rue des Acacias et se dirigent vers la place du marché. En chemin, ils arrêtent des gendarmes allemands et les font prisonniers. Arrivé place du marché, M. Albert Andrès, venant de la rue du Sauvage, accueille les libérateurs avec un Kuglopf. Entre 13 et 14h, arrivé à Saint-Louis du 3e peloton du régiment de spahis algériens de reconnaissance. À partir de 14h, la Marseillaise retentit en continu depuis la tourelle de l'hôtel Saint-Louis où Radio Schwab a relié un tourne-disque à la sirène d'alarme. Le jour de gloire est arrivé. Entre nous, la
le capitaine Tull, qui commande une unité du 3e escadron, s'attaque sans succès à la caserne des troupes SS. Entre 15 et 16 heures, Georges Guissy, recherché par la Gestapo et qui était caché chez le curé de Ranspach-le-Haut, rentre à vélo à Saint-Louis et installe un quartier général au poste de police pour réunir les FFI. 16 heures, un officier douanier allemand qui avait réussi à se cacher tue un spahi qui gardait l'entrée nord de la ville et en blesse un autre avant de s'enfuir à bicyclette. Un groupe FFI a été réuni. Ce sont des volontaires, presque tous issus de la résistance. Ils viennent se présenter spontanément après des appels lancés dans les rues ou à la demande d'amis déjà volontaires. Ils sont presque tous issus des 3 grands groupes de résistants qui avaient été créés dès 1941. La LNA, Ligue nationale d'Alsace, les FFIA, Forces françaises de l'intérieur d'Alsace, et le GG 126, groupement gaulliste. Le groupement gaulliste a été le premier mouvement de résistance créé à Saint-Louis en 1941. La section de Saint-Louis comptait 42 patriotes, fidèles à Charles de Gaulle, leur chef à tous. Ce groupement a été nommé en 1942, groupement gaulliste 126. 126 correspondant au nombre d'adhérents à cette époque. Cette section avait été constituée par André Vespizer et Henri Louge qui déclarent « En 1942, j'ai eu un entretien avec M. Georges Guissy, qui à cette époque formait un groupe de résistants avec M. le docteur Hurst. Dans la clandestinité, notre tâche consistait à fournir des renseignements sur tout ce qui se passait aux services compétents à l'étranger, sur le passage clandestin en Suisse de prisonniers de guerre déserteurs, d'insoumis alsaciens et même de combattants des forces alliées, ainsi que de cacher chez des hommes sûrs des Alsaciens insoumis. » Chaque soldat FFI reçoit un brassard bleu-blanc-rouge et une arme, souvent prise aux Allemands. Ils sont entre 80 et 120 et se mettent tout de suite à la disposition des unités blindées. Ils vont assurer auprès de ces dernières une mission d'infanterie d'accompagnement. Les brassards sont faits avec un stock de rubans tricolores fourni par le fleuriste Kapler, qui s'en servait pour les inscriptions sur les couronnes mortuaires. Madame Bauer en avait déjà préparé avant l'arrivée des libérateurs. D'autres brassards, fabriqués par Henri Louge, avaient été cachés par ce dernier depuis 1942 dans une boîte à outils de la tour du dépôt des sapeurs-pompiers. Le groupe des FFI de Saint-Louis est formé. À sa tête, le capitaine Georges Guissy, le lieutenant Charles Biller et Henri Louge. Leurs réunions auront lieu à la mairie. Ils sont organisés en compagnie et en sections. Les chefs FFI ont des réunions avec les capitaines des corps d'armée. Les FFI doivent s'occuper du ravitaillement, qui est une mission particulièrement difficile. En soirée, 5 à 7 voitures légères blindées de reconnaissance et un half-track sont positionnés sous le pont de la rue de Belfort. En plus de l'aide aux blindés, les FFI font aussi la chasse aux collaborateurs et aux gens qu'on leur désigne comme tels. Un char s'arrête à l'angle de la rue du Ballon et de la rue du Markstein. Les hommes ont froid. 2 d'entre eux vont chercher du café dans une maison où ils expliquent « Nous attendons les renforts du 80e régiment d'infanterie qui sont bloqués à la hauteur de Courtelvan-Réchessy par une contre-attaque allemande. » Le colonel Bonvalot constate « Je dispose d'éléments de mon PC, d'un escadron d'automitrailleuses, d'un escadron de chars, de 2 compagnies de la brigade du Languedoc, de 4 canons de 105, de 2 sections de sapeurs, soit 500 hommes environ. » Il discute avec Georges Guissy. « Si 200 volontaires FFI ne sont pas trouvés et réunis pour nous prêter main forte, je donnerai à mes hommes l'ordre de se replier. » Ils sont trop peu nombreux. Seuls 200 noms sont alors inscrits sur une liste, mais en fait il n'y aura jamais plus de 120 FFI à Saint-Louis. De ce fait, les spahis restent à Saint-Louis, ce qui a permis à Georges de Rocle d'écrire « Au soir de cette journée, et à la demande des résistants qui craignaient des représailles de l'ennemi, je n'ai pas donné suite aux instructions de repli que j'avais reçues, et mon peloton est resté sur place. » Dans la nuit, un char obusier de 75 du 1er régiment de spahis algériens de reconnaissance reste placé au croisement central. L'escadron de spahis ayant libéré Saint-Louis
étant trop faible en effectifs et en matériel pour prendre d'assaut Huningue, qui est défendu par 800 soldats et douaniers allemands, stabilise le front aux abords est de la ville. La section observation-reconnaissance de la brigade légère du Languedoc est cantonnée avec un peloton d'automitrailleuses dans les bâtiments de l'ancienne caserne de la garde mobile, placée à peu de distance de la frontière suisse et face à Huningue. Elle arrive à s'installer malgré les tirs de mortier des Allemands. C'est dans un froid glacial que s'achève cette journée du lundi 20 novembre 1944, qui a connu la libération de Saint-Louis.